Donc, merci d'être venu pour cette conférence signature sur ce livre Deviens, qui est une chose impressionnante quand je le regarde maintenant. Je lis des textes, je suis un peu étonné de les avoir écrits. Mais ça, c'est l'écriture. Il y a des choses qu'on écrit et qu'on découvre après qu'on les a écrites. Le témoignage de Marie, qui est page 240, je ne sais pas quoi, c'est impressionnant. Donc, mais ça, c'est l'écriture qui est un phénomène très, très extraordinaire. Alors, c'est un livre sur le chemin. Et donc, je l'avais intitulé « Deviens qui tu as à être ». Et puis, les commerciaux d'Alma Michel m'ont dit « Ah non, mais deviens qui tu as à être, c'est trop compliqué, les libraires, on ne va jamais arriver à dire tout ça. » Puis « à être ». Enfin. Donc, il voulait que je change le titre. Alors, je ne suis pas tellement d'accord. Et j'ai failli l'appeler « Le chemin de Paul », écrit après. Et puis, finalement, j'ai décidé que devient point de suspension, c'était bien. D'ailleurs, ça leur a pu me dire, oui, ça c'est impactant. Les mystères des commerciaux. Et donc, deviens qui tu as à être, c'est le sujet de ce livre, et en fait, c'est le sujet qui m'occupe, et je deviens qui j'ai à être en étant là, en faisant cette conférence, par exemple. Et donc, c'est une invitation pour chacun de trouver son propre chemin pour devenir qui chacun a à être. Alors, ça part d'un certain nombre d'idées tout à fait singulières, en tout cas pas orthodoxes, qui ne sont pas tout à fait dans la culture, en tout cas de celle dans laquelle moi j'ai grandi. Alors, il y a un lecteur récemment qui m'a dit « Votre livre, il m'a perturbé parce que d'abord, je pensais que c'était un livre sur le management professionnel, mais non, vous parlez des personnes, vous parlez de la personne. » Et oui, parce que je crois depuis très longtemps que nous sommes chacun une personne et que moi, je n'ai jamais voulu être saucissonné entre le pro, le privé, et qu'au fond, cette idée que nous sommes des personnages différents selon notre environnement, elle ne me satisfaisait pas du tout. Et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs à quel point cette idée ancienne qu'il y a le pro et le privé, ben, ça ne marche pas tellement. Les nouvelles générations, ils ne sont pas du tout là-dedans. La crise avec le télétravail a perturbé aussi ça, parce que les gens se sont retrouvés chez eux avec leurs enfants, leurs chiens et leur travail. Et donc, il y a eu une interpénétration. Mais il y a plus de 20 ans, quelqu'un que j'accompagnais, qui était dans la communication interne, m'a dit « Mais aujourd'hui, il y a une porosité de plus en plus grande entre l'entreprise et la vie personnelle. » Il me citait le cas d'un directeur d'entreprise qui avait été très, très perturbé parce que l'entreprise avait été condamnée, enfin accusée dans les médias parce qu'elle avait... C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec certaines pizzas. Il y a des entreprises qui sont mises au pilori dans les médias. Et il me disait, cet homme était très perturbé parce que son fils s'est fait traiter de tout à l'école par ses copains. Donc, il y a 20 ans déjà, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais cet homme avait compris que ce qui se passe dans l'entreprise et dans l'univers de l'entreprise, ça arrive dans l'univers privé. Mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les marques ont vraiment intérêt à faire attention parce qu'il n'y a plus de frontières. Donc, moi, je considère que nous sommes une personne et une seule, et que ce n'est pas forcément une bonne idée d'être tout le temps en train de vouloir séparer. Et je pense que le monde actuel, d'ailleurs, avec les nouvelles générations, va vraiment dans ce sens. Si vous regardez d'ailleurs les comportements, aujourd'hui, j'ai été reçu l'autre jour dans un cabinet de stratégie par quelqu'un que j'aime bien, que je vois de temps en temps. Bon, là, il avait une veste comme moi, mais il avait un jean. Et donc, il reçoit ses clients en jean maintenant. Pourtant, hein, effrayant, il n'y a plus... Non, tout fout le camp. Donc, une interpénétration. Il faut que je m'enlève ce truc. Il faut que je mette ça. Voilà.
Donc, nous sommes des personnes et nous ne sommes pas des robots professionnels. Alors, il me dit, il y a une deuxième chose dont vous parlez, alors là, quand même, vous parlez de spiritualité. Oui, je dis oui, mais quand même, spiritualité, moi je suis catholique pratiquant, me dit-il, mais on n'en parle pas. C'est peut-être dommage, finalement. Et je dis, ben oui, mais il a été dit que le 21e siècle serait spirituel, il ne serait pas, alors il faut s'y mettre. Et puis, l'autre jour, sur un flanc de bus, j'ai lu Et si Dieu existait, ce livre fait par des scientifiques, parce que depuis qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang, oui, alors forcément, il y a peut-être quelque chose avant. Et alors, et si Dieu existait, je trouve ça assez curieux, moi, ça fait plus de 50 ans que je sais qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose, et que donc, il ne faut pas s'arrêter là. Et puis, c'est cette phrase de Teilhard de Chardin que je cite dans le livre qui dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et alors, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, très françaises avec la laïcité, et puis avec l'impact des marxistes pendant plus de 50 ans, la religion, la spiritualité. Là, il ne faut pas mélanger la spiritualité et la religion, pour moi, parce que ce n'est pas tout à fait le même plan. Il ne faut pas en parler, quoi. Et pourtant, je ne crois pas qu'on puisse exister tout à fait sans ces arrière-plans spirituels. Alors, il m'a demandé, mais est-ce qu'on peut être un bon dirigeant, un bon manager sans avoir la foi? Oui, il ne faut pas exagérer quand même. Un bon dirigeant qui a une grande humanité, beaucoup de respect de soi et de l'autre, un grand sens du bien commun, ça va être un très bon dirigeant et on n'a pas besoin de parler de la foi à ce moment-là. Ah bon, alors il était rassuré. Et la troisième chose qu'il m'a dit, c'est, que je trouvais importante, c'est qu'il me dit, mais avec votre livre, je comprends que ça prend du temps, il faut du temps. Oui, ça c'est clair. C'est vrai que mon livre, il se lit d'une traite parce que certaines personnes l'ont fait, mais le chemin qu'il propose, ça prend du temps. D'ailleurs, ça mûrit lentement. Mais moi, c'est un chemin que j'ai parcouru en beaucoup plus de temps que ce que vous me ferez parce que j'ai commencé il y a très longtemps. Mais devenir qui on a à être, c'est un chemin qui peut être long. Alors, ça part d'une idée qui a toujours été présente chez moi, c'est que moi, je suis quelqu'un de singulier. Mon frère aîné me disait, mais tu ne peux pas faire comme tout le monde. Et je disais, je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi. Il dit, oui, mais si tout le monde faisait comme toi, ce serait le bordel. Donc, très jeune, j'ai compris que je n'étais pas comme tout le monde. Donc, j'étais singulier. Et d'ailleurs, je me suis toujours senti un peu en marge ou marginal, out of the box, comme on dit maintenant. Et ce n'était pas forcément confortable, mais c'était comme ça. Et donc, j'ai compris, moi, il y a très longtemps, que je n'étais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que je n'étais pas dans le moule. Alors, en travaillant sur mon chemin et sur ce livre, j'ai compris que l'être humain doit passer par un conditionnement. Parce que si vous mettez un nouveau-né sur une île déserte, il ne se passera pas grand-chose. S'il est récupéré par une troupe de loups, ça deviendra un enfant loup comme Romulus et Rémus, mais pour devenir un être humain, il faut un clan, une tribu, une culture, un langage. Donc, l'être humain est naturellement conditionné. Mais ça ne signifie pas qu'il est complètement dépendant de ce conditionnement. Et, alors, vous avez probablement lu les 4 accords Toltec, dans lesquels l'auteur dit que nous sommes domestiqués par la culture. Et il propose de changer ces domestications par les 4 accords Toltec. C'est très juste, mais j'ai compris, un peu grâce à la phrase de Nietzsche, ce n'est pas moi qui suis fou, mais les autres qui sont normaux, que, c'est ça dont il s'agit. Donc, tiens, il y a beaucoup de gens normaux, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que si tout le monde était comme moi, ce serait peut-être bizarre comme société. Et quand on va au Japon, quand on va en Inde, quand on va dans tous ces pays, on voit bien que le conditionnement est extrêmement puissant. Et en Inde, il vaut mieux, parce que je pense que s'ils n'étaient pas avec un système comme ça, ce serait compliqué à gérer. Mais donc,
nous sommes tous conditionnés, mais on n'est pas obligé de rester dans le conditionnement. On peut le faire bouger. Alors, dans le livre, l'éditeur m'a dit qu'il fallait que j'écrive que j'étais un ancien disciple d'Osho. Osho, c'est un maître indien dont j'ai été disciple dans les années 80. Mais il disait une chose qui m'avait bien plu. Salut Daniel. Toi, tu connais déjà tout. Et il disait quelque chose qui m'avait paru très juste. C'est mon premier travail, c'est de vous sortir de la foule, donc de vous déconditionner. Alors, habillé en rouge, c'était les couleurs de disciple. Donc, pour être disciple, elle s'habille dans les couleurs du rouge. J'ai fait ça pendant 3 ans à Paris, c'est particulier. Et avec le collier du disciple, avec la photo du maître en bas, forcément, vous êtes sorti de la foule. Ça marche tout seul. Donc, vous sortir de la foule, c'est facile. Mon deuxième travail, c'est de sortir la foule de vous. Et ça, c'est plus compliqué. Ah, ça, c'est juste. C'est plus compliqué. Et donc, j'ai compris que mon chemin à moi, c'était de trouver mon expression, de sortir du conditionnement et d'accepter l'idée que c'est pas cool, parce que c'est pour ça que la plupart des gens ils préfèrent être normaux, parce que c'est plus confortable, parce que Bonjour Marie. Ça va bien? Je vais bien. Je suis ravie de vous rencontrer tous. Installez-vous. Je vais m'installer. Mais vous pouvez prendre un de ces fauteuils plus confortable. Sors, Daniel, tu te décales un petit peu, parce que dans les temps, la personne derrière toi ne voit plus rien. Ah, il y a quelqu'un qui a éteint l'écran. Non, ça doit être là-bas. C'est la chose là. Ouais. Mais ça y est, il est rallumé. Bonjour Marie. Merci, vous aussi, bonjour. Et donc, il est normal que les gens préfèrent être normaux parce qu'ils préfèrent être peinards que d'affronter l'incertitude et l'inconnu. Et c'est vrai que c'est inconfortable de sortir des rails, out of the box. Oui, mais on ne sait pas, c'est inconnu. Donc, c'est très important de comprendre ça, c'est que la majorité des êtres humains, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin d'être un peu encadrés parce que sinon, c'est pas sûr, quoi. C'est inquiétant. Et donc, quand on regarde l'histoire humaine, on voit bien que l'histoire humaine a été très inquiétante pour les êtres humains pendant des milliers d'années. Les invasions, les guerres permanentes, l'histoire humaine, c'est absolument ahurissant de violence. Donc, les êtres humains, c'est très récent qu'on soit dans un pays comme le nôtre, parce que ce n'est pas le cas en ce moment dans plein d'endroits de planète, on soit très peinard, quoi, très peinard. Il y a eu le Covid, mais enfin, bon, c'était inquiétant. D'ailleurs, on a bien vu à quel point ça perturbait tout le monde d'être en face d'un truc qui peut nous tuer, peut-être. Mais donc, les êtres humains, ils sont légitimement à la recherche de confort, de tranquillité quand même. Donc moi, j'ai appris ça, et comme cette phrase, c'est pas moi qui suis fou, mais les autres qui sont normaux, m'a permis de bien m'entendre avec eux. Parce qu'avant, je les embêtais, parce que je croyais qu'il fallait qu'ils soient comme moi, en quête de... Mais non, ils ne veulent pas, ils veulent être tranquilles. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'on soit tous égaux, c'est-à-dire le plus bas possible, comme ça on est sûr que tout le monde est égaux, ou alors on est extraordinaire. Oui, mais ça, on peut pas, c'est pas vrai ça. On ne peut pas être tous sur les sommets et tous en bas, c'est pas vrai. On est partout. Donc la singularité, c'est un sujet qui m'a inspiré pendant toutes ces années. Et je me suis demandé, ben oui, mais alors ça se construit comment un être humain? Ça repose sur quoi? Et donc, c'est tout le chemin qui est dans ce livre. C'était en 86, quand j'ai arrêté d'être disciple d'Osho. Alors, je suis revenu en Occident, en quelque sorte. Ben, j'étais très désemparé parce que j'étais plus codé à l'occidental, catho, parisien, tout. Et puis, j'étais plus codé à l'oriental.
Oui, alors là, bien sûr, c'est bizarre. Donc, j'ai commencé à chercher mon chemin. Et quand j'ai quitté la boîte américaine, en même temps que j'ai cité le disciple, j'ai quitté la boîte américaine dont j'avais créé la Chimie en France. Et on m'a dit, mais Thierry, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et j'ai dit, je ne sais pas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais chercher ce que je suis le seul à faire aussi bien. Et bien, pendant des mois, j'étais bien emmerdé, ce que je ne savais pas. Et donc, c'est en 86, premier semestre 86, un grand désert, quoi. Et donc, j'ai commencé à me dire, oui, ben, il ne faut pas aller chercher l'extérieur. Et ça, c'est probablement quelque chose qui m'est propre, parce que beaucoup de gens vont chercher les réponses à l'extérieur. Et moi, j'avais compris que, ben non, elles ne sont pas à l'extérieur, donc elles sont dedans. Et donc, il faut aller les chercher dedans. Ben, dis donc. Bon, j'avais appris déjà des tas de trucs avec les disciples, Osho et tout ça, mais oui, mais alors, mais leurs enseignements ne m'aidaient pas. Et donc, j'ai commencé à chercher à comprendre ce que c'est que d'être un homme, un être humain. Et c'est toute l'histoire que je raconte là-dedans, à travers les personnages que j'ai imaginés pour rendre le récit un peu plus agréable. Et donc, le héros s'appelle Paul. Ah, c'est quelqu'un qui veut qu'on lui ouvre. Ah non, non, donc non, c'est quelqu'un. Oui, Paul. J'ai imaginé donc un personnage et c'est un homme qui est jeune, qui est perdu et à qui quelqu'un de son réseau lui dit bah, tu devrais aller voir Marie. Et j'avais trouvé amusant que ce soit Marie qui coach Paul. Parce que Saint Paul, c'est pas ma tasse de thé, donc c'est bien que ce soit Marie, parce que finalement, c'est les femmes qui savent, qui ont les réponses dans ma vision des choses. Et dans le livre, je donne la parole aux femmes beaucoup, parce qu'il va peut-être falloir quand même leur passer. Je ne sais pas si vous savez, mais ça c'est Zabou Bretman au Molière de la musique il y a quelques 3-4 ans. Il a dit un truc, vous savez, la parité, hein, ça ne va pas du tout. On est vraiment loin. Regardez par exemple en prison. Vous savez, en prison, il n'y a que 3% de femmes. Ça ne va pas du tout. Vraiment. Et ce sujet m'a toujours interpellé. En prison, il n'y a que 2500 femmes sur 70 000. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut passer le pouvoir aux femmes, parce que franchement, c'est pas compliqué. Quoi. Alors, je dis ça tout le temps, mais c'est pas encore. Ah, ça y est, on a une première ministre. Enfin, donc, on progresse. Et donc, moi, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et j'ai compris qu'effectivement, c'était les femmes qui faisaient les hommes, plus que les hommes qui faisaient les femmes. D'ailleurs, c'est les mères qui font les enfants. Alors, dans ce livre, je raconte une chose qui m'avait beaucoup fasciné, qui est parce que je suis remonté en 86, comme je voulais savoir ce que c'était qu'un être humain, je suis remonté à la préhistoire. J'ai lu tout ce que je trouvais sur la préhistoire, et il y a une femme très connue, J.M. Howell, qui a écrit Légende du pays de l'ours, du peuple de l'ours, et c'est le roman d'Aïla, tout à fait fascinant, il y a des tomes et des tomes et des tomes, c'est gros comme ça. Mais c'est une experte, et à un moment donné, elle raconte un truc qui m'a frappé, que je vous lis, parce qu'on ne se rend pas compte. C'était une tribu qui vivait dans une vallée, et c'était une tribu à peau claire. Bon. Et dans cette tribu, c'était les femmes qui avaient le pouvoir, parce que c'est elles qui faisaient les enfants. Les hommes étaient des grands garçons. C'était les femmes qui dirigeaient, c'est elles qui font les enfants. Mais un jour, il y a un homme à peau foncée qui est passé dans la vallée. Quelques temps après, il y a des enfants à peau foncée qui sont nés. Et alors là, j'ai trouvé ça génial parce que j'imaginais le Cro-Magnon, je ne sais pas combien de milliers d'années, qui se demande ce qu'il se demande. Il a observé que le mec, il est passé et les enfants. Mais il n'y a peut-être pas un langage assez élaboré pour formuler tout ça. Donc, dans sa tête, il y a une question, mais laquelle? Il faut la formuler. Et combien de temps ou combien d'hommes à peau foncée a-t-il fallu pour que les mecs se rendent compte qu'il y a un lien entre Golo Golo et la naissance? Avant, ils ne savaient pas. Donc, ils n'avaient pas fait le lien. Le jour où ils ont compris le lien, ah,
Mais alors, c'est mes enfants, alors. Ah, là, ils ont pris le pouvoir sur les ventres des femmes et les institutions sont devenues patriarcales. Ah, ben, d'accord. Bon. Et on en est encore là. Donc, c'est pas terrible. Quelqu'un me disait d'ailleurs dans une conférence que les choses changeaient beaucoup puisque les femmes pouvaient maintenant faire des enfants sans les hommes. Ça allait changer beaucoup le paradigme. Il disait ça. C'est le cas. Voilà. Il faut que j'ouvre la salle à 2 personnes. Ah, non. Et nous, les hommes, on va recompter. Ah, ça, moi, ça, c'est. On n'est plus nécessaire pour faire des gosses, alors qu'est-ce qu'il nous reste? J'accueille Jean-François qui est là. Et donc, moi, dans cette période-là, je ne sais pas si on n'enregistre pas ça, discussion. Qu'est-ce qui parle? Bertrand. Alors, si vous voulez faire un commentaire, faites-le oralement, parce que comme ça, on le saura tout de suite. Non, je dis ça aux gens qui sont sur Zoom. Alors, je n'ai pas lu Le laboureur et les mangeurs de vent de Boris Cyrulnik, donc mais Bertrand, il faudra nous en parler, il faudra nous dire. Entendu, oui. Boris Cyrulnik est en tout cas quelqu'un qui nous aide à mieux comprendre la réalité humaine, certainement. Et donc, à partir de là, il faut revisiter un peu notre histoire et notre aventure pour comprendre aussi que nous sommes des animaux. Alors ça, j'ai beaucoup étudié ça quand j'ai découvert que nous étions en 99% ou 18% identiques aux bonobos. On ne connaissait pas les bonobos il y a 30 ans. Et les bonobos, c'est les cousins des chimpanzés et c'est vraiment les plus proches de nous. Alors, je les aime bien, les bonobos, parce que eux, ils ont une pratique tout à fait originale. Ils utilisent le sexe pour réduire les tensions. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, hop, et donc, il n'y a pas de tension. Donc, eux, ils sont très peinards. Parce que chaque fois qu'il y a une tension, tac. C'est des comportements. Merci. Et donc, quand j'ai compris que les bonobos et nous, on était si proches, je me dis, ah oui, alors donc l'être humain est un animal humain d'abord. Et il est devenu un être humain lentement. Au cours de d'ailleurs, on voit bien avec certains personnages à quel point la couche d'humanité est mince. Quand un certain Dominique court après une certaine Nafissatou dans un couloir de Sofitel, on voit bien que le taureau et le crocodile, qui sont le cerveau archaïque et le cerveau animal, ont débarqué le cavalier et que là on est dans l'animal humain, parce que franchement, on voit bien à quel point, d'ailleurs, on peut, en jouant, en écrasant les émotions, on peut transformer un être humain en reptile. Salut Alex. Salut. Gentil d'être venu. Ouais. Il y a encore plein de sièges. Et donc cette dimension, cette idée de l'animalité m'a vraiment semblé très importante parce que dans notre culture chrétienne, le corps, il ne faut pas en parler, on est coupé du corps. L'orgasme, c'est la petite mort. Bon, on peut s'imaginer un peu. Et donc, on a été éduqués en Occident, dans la culture judéo-chrétienne, dans une culture qui nous coupe de nos sensations, de nos émotions et de notre sensualité. Et donc, ça donne lieu, ça produit toutes les folies qu'on voit partout. Et encore, on a fait des progrès, maintenant on en parle, mais la pédophilie, c'est invraisemblable. Mais bon, alors, les Incas, ils n'étaient pas comme ça, mais eux, ils faisaient des sacrifices d'enfants, donc c'était pas forcément mieux, quoi. Mais donc, les êtres humains sont d'abord des animaux, mais on ne le dit pas et on ne parle pas de ça. Donc moi, j'ai regardé tout ça dans ces années de réflexion,
Et de comprendre que oui, je suis un animal et je deviens un être humain lorsque je choisis. Et c'est Kant qui a dit un être humain naît deux fois. La première fois, c'est un humanoïde, je dirais un animal humain. Puis la deuxième fois, c'est un être humain lorsqu'il devient responsable de ses actes. Ah ben, alors, oui, il y a moins d'êtres humains sur la planète qu'on pense. Être responsable de ses actes. Et d'accord, alors oui, toutes ces idées, progressivement, moi, m'ont permis de comprendre de quoi il s'agissait et comment ça marchait, l'être humain. Et les films, les films de culture qu'on nous propose, ne nous aident pas assez là-dessus. Donc, progressivement, au cours de toutes ces années, j'ai compris ces choses-là. Et puis après, dans l'accompagnement, j'ai compris que du fait de toute cette histoire de l'être humain, et c'est la question de l'incarnation qui n'est pas cool, nous sommes tous encombrés plus ou moins. Un être humain, il naît innocent, mais enfin, il a déjà fait plein la tronche à la naissance, et puis plein les poumons avec l'oxygène. Donc l'incarnation, la naissance, c'est déjà pas cool. Et donc, bon, si, comme dit Cyrulnik, comme le dit Cyrulnik, il est bien entouré, il reçoit de bonne nourriture affective, psychique, ça va bien. Mais moi, j'ai vu mes parents, quand je vois leurs parents, je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est un enchaînement invraisemblable. Quand je vois ma grand-mère qui disait qu'elle avait été mariée au plus laid des trois frères. Bon, alors forcément, ça fait des trucs étranges, quoi. Et du côté de mon père, donc, quand je vois mes grands-parents, je ne peux pas en vouloir à mes parents de ne pas être épanouis, merveilleux, délicieux, plein d'amour et d'attention intelligente vis-à-vis de leurs enfants. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, j'ai traversé tout ça comme j'ai pu. Mais je ne suis pas le seul, on est très nombreux comme ça. Et donc, j'ai compris que l'enfant, il est innocent au départ, mais enfin, il en prend un peu plein la tronche de diverses manières. Et que donc, ce n'est pas automatique d'être épanoui. Parce qu'avec les disciples d'Osho, il y avait une espèce de volonté d'aller vers un peu de merveilleux, et on est tous avec une belle lumière et on est tous épanouis. Oui, mais il y a des tas d'autres choses chez l'être humain. Il y a des impulsions reptiliennes qui ne sont pas forcément cool, et ça ne se gère pas comme ça. Et donc j'ai compris que on était des animaux qui naissaient dans des tribus avec des formats et des formatages comme ça, et qu'il fallait regarder tout ça, il fallait prendre du recul pour comprendre comment ça marchait, comprendre que dans cette famille-là, on est plutôt comme ça, dans cette famille-là, on est plutôt comme ça. Et que donc, depuis l'enfance, on trimballe tout un tas de trucs. C'est une histoire que j'ai trouvée extraordinaire. C'est un juif, un vieux monsieur, qui prie Yahvé tout le temps. Et il en a marre parce que ça fait 30 ans qu'il prie Yahvé, que Yahvé ne dit rien, il ne répond pas. Alors un jour, il se met vraiment en colère et il dit, mais quand même, Yahvé, réponds-moi parce que je te prie tous les jours et puis toi, tu ne dis rien. Et là, il y a une voix qui descend et qui dit, prends ton sac, prends toutes tes misères, mets-les dans un sac et va au mur des lamentations. Moshe prend son sac, met toutes ses misères dedans, il va au mur des lamentations, et là, il y a plein de mecs, comme lui, avec un sac. Regarde tous. Et puis, il y a une voix qui descend et qui leur dit, bon, mettez-vous sur les lignes, en face du mur, et posez votre sac devant vous, chacun. Bon, maintenant, décalez-vous d'un cran, et mettez-vous en face du sac de votre voisin. Ils se regardent tous, et puis Moshe, non, il prend son sac et rentre chez lui, parce qu'il préfère garder ses misères à lui. On est tous, avec notre sac de misère, on est tous encombrés, mais c'est vrai que je préfère les miennes à celles des autres. C'est ça rigolo comme histoire. Mais nous sommes tous plus ou moins encombrés, pollués par tout un tas de choses. Je connais quelqu'un qui a compris que quand sa mère était enceinte, elle avait été agressée. Et lui, dans le ventre de sa mère, il s'était retourné.
Et maintenant, enfin, il a compris que quand il y avait des agressions, ça n'allait pas du tout, il se retournait. Alors, il a fait le lien entre cet événement qu'il a vécu et qu'il a marqué quand il était enfant de sa mère, et puis ce qui se passe après. Vous voyez, il y a des mécanismes qui s'installent. Et donc, on est conditionné par des tas de choses. Et moi, j'ai vu tellement de gens que j'ai accompagnés qui me racontaient des choses insensées. Cet homme de 48 ans qui a beaucoup de... qui est un dirigeant, directeur général, 3000 personnes, très reconnu. Alors, je le vois, il est extrêmement tendu. Et en parlant avec lui, à un moment donné, je dis, mais oui, vos amis? Ah non, non, je n'ai pas d'amis. Comment ça, je n'ai pas d'amis? Mais quand vous étiez jeune, vous aviez des amis? Ah non, non, non. Mais, et il me dit, mais non, il faut que je vous explique. Quand j'avais 3 ans et demi, ma mère m'emmenait au bac à sable. Et elle m'avait acheté un seau, une pelle, un râteau. Et je jouais avec un autre garçon et il a cassé la pelle et le râteau. Et ma mère est entrée dans une colère noire et elle m'a dit, plus jamais tu iras au bac à sable. Et depuis, et à 48 ans, le mec, il était encore là en train de... Alors je lui ai dit, écoutez, soit vous allez voir un psy, soit on achète une pelle, un seau, un râteau, et on les casse en riant. Enfin, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu me voir. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même rien. Et donc, moi, dans le livre, je raconte plein d'histoires de gens, et cette démarche que j'ai vécue moi-même, il y en a un qui me dit, mais, oui, la porte du salon était ouverte, j'avais 11 ans, et j'ai entendu mes parents qui parlaient de moi. Mon père a dit, on n'en fera jamais rien de bon. Je dis, ah bon? Mais votre mère ne vous a pas dit, vous n'avez pas parlé à votre mère, elle dit que, elle vous aurait dit que votre père était un peu énervé, mais qu'il ne pensait pas. Ah non, non, non. Je dis, ben alors vous, ce que je vous recommande de faire, c'est de retourner à cet endroit-là. Vous vous souvenez bien, vous voyez, le salon, vous avez les couleurs de la pièce et tout, vous retournez là, et puis vous vous prenez par la main, vous, l'adulte, vous allez voir l'enfant, puis vous le prenez par la main, puis vous dites, mais non, non, n'en faites pas un drame, ton père était énervé, c'est pas grand-chose. N'enquiste pas le truc. Alors il est allé retourner là, faire cette espèce de voyage intérieur, et ça l'a libéré. Alors j'ai plein de gens comme ça qui ont fait ce genre de petits voyages intérieurs sur des choses plus ou moins dramatiques, quelquefois quand même assez violentes. Et c'est fascinant de voir comment... Ah, alors moi j'ai fait ça moi-même. Moi, je suis allé place de l'Étoile. C'est dans le livre, Paul, place de l'Étoile. Il s'assied devant, il y a des murs, des bancs de pierre. Et en face de la porte Maillot, là on est seul au monde. Il y a le cercle de voiture, il est assez loin. Puis il y a un espace immense devant nous. Et on est seul au monde. Et là, je suis revenu sur des petits événements de mon enfance que je n'ai pas bien vécu. Alors je me suis pris par la main et je me suis dit ce que ma mère aurait dû me dire à ce moment-là, mais comment lui en vouloir, elle ne savait pas. Et donc j'ai fait ce travail de nettoyage, réconciliation. Je me suis donné un peu d'amour et ça m'a libéré. Donc j'ai compris que l'enfant intérieur, il fallait le soigner, il fallait aller le voir. Donc c'est tout un travail que moi j'ai fait, que je propose dans le livre, pour ne pas être encombré, pour atteindre une plus grande simplicité, légèreté, et puis ne pas être dans des automatismes, parce que c'était une chose que j'avais compris quand j'étais jeune, je ne voulais pas qu'un agent secret puisse appuyer sur les boutons pour me faire danser, parler. Les profilers, il faut faire et tout, tac, ils appuient sur le bouton et ça marche. Je ne voulais pas, alors donc, cette idée qu'il faut aller travailler sur toutes ces choses qui nous encombrent pour ne pas être victime, pour pouvoir devenir qui on a à être, parce que ça fait partie du chemin. Et que tant qu'on est très encombré par des idées de soi ou par des souvenirs ou par il y a tellement de choses, des violences, des expériences ratées, et puis c'est une variété infinie, parce que les relations avec l'autre, alors là,
dans la famille, mais aussi avec les conjoints, oh là là, les petites amies. Nos expériences ne sont pas toujours joyeuses. Et donc, revenir sur tout ça pour travailler cette matière qui est nous, pour aller derrière ça, pour aller à la rencontre de qui nous sommes profondément. Et ça, c'est peut-être que je suis fou, là, j'ai cette idée il y a longtemps. C'est le joyau. Et dans la couverture, je dis, si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde à l'intérieur le joyau de vie que tu es. Bon, oui, je suis un peu innocent pour le joyau de vie. Ben oui, mais enfin, en réalité, l'être vivant, c'est magnifique, parce que la vie, c'est magnifique, c'est impressionnant, c'est d'une force extraordinaire. Et donc, le fait que nous soyons chacun un être vivant, au cœur, ben, il y a le vivant et il y a l'être profond que nous sommes. Alors, c'est là que cet homme m'a dit, oui, mais alors on peut parler de spiritualité. Et moi, je sais depuis longtemps qu'il y a quelque chose au-delà. Ça, pour moi, c'est évident. Et j'ai compris que, c'est ce que les chrétiens appellent l'âme. L'âme, elle existe avant et elle s'incarne là. Et donc, j'ai compris que l'être que je suis, il est venu s'incarner dans cet individu pour que je devienne une personne. Et c'est l'être qui inspire la personne. Alors, c'est une idée un peu provocante, ça dérange les matérialistes. C'est une discussion épique avec des matérialistes qui ne voulaient pas considérer qu'il y a quelque chose au-delà, que tout est dans la matière. Mais moi, dans le livre, vous trouverez des éléments. Le professeur Eccles, prix Nobel de médecine, qui a écrit un livre sur comment la conscience influence les neurones. Alors, ça m'a bien plu. Ah oui, la conscience influence les neurones. Ah oui, mais lui, il le démontre scientifiquement. On a un peu de mal à suivre une démonstration, parce que c'est quand même très, très scientifique, mais voilà. Et donc, moi, j'ai cette idée que, en fait, l'être que je suis, il a choisi de s'incarner dans cet embryon et dans cet être-là, et que mon chemin, c'est de me connecter à cette dimension intérieure et de la manifester. Et donc, de me libérer de ce que l'histoire de l'enfant, l'incarnation, pollue pour accéder au cœur de soi. Alors, c'est une idée qui est un peu choquante pour certains. J'assume. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu parles de spiritualité, mais non, mais finalement, ça va, ça passe. Mais pour moi, c'est incontournable parce que si le réel n'est qu'un amas de matière et s'il n'y a rien d'autre, d'abord, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas comprendre comment le vivant existe si je pars de là, parce que le vivant, personne ne sait l'expliquer, donc il est un phénomène curieux, donc moi je livre ça à votre réflexion. Et puis alors, si l'un d'entre vous peut m'expliquer comment font les fleurs pour envoyer des phéromones aux insectes, aux bons insectes, au bon moment, ça, vraiment, c'est un logiciel. Comment elles font les fleurs? Et la vie, c'est un truc totalement mystérieux et totalement inexpliqué. Donc, bon, ça permet de penser qu'il y a peut-être quelque chose au-delà. Et donc, je suis un être spirituel, incarné, et ma responsabilité, c'est de manifester ce que cet être spirituel inspire à la personne que je suis pour enrichir l'expérience de l'humanité de cela. Si on regarde l'histoire de l'humanité, un homme, Nelson Mandela, il a inspiré énormément l'humanité. Il y a un certain nombre d'hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au 5e et 6e siècle, il y a eu un certain nombre de lumières qui se sont allumées. Aristote, Socrate, Platon, Bouddha, Zoroastre, et un certain nombre d'autres, Lao Tse, Confucius. C'est très curieux parce que c'est sur ces 2 siècles-là. La plupart des lumières de l'humanité, c'est des extraterrestres qui sont venus
des gens. Mais oui, mais les extraterrestres, ils venaient d'où? Alors, on ne fait que reculer la question. Mais donc, l'esprit avec un grand E est clair. Et donc, moi, j'ai compris que, bah, voilà, à ma modeste mesure, il faut que je devienne qui j'ai à être pour enrichir l'humanité de cette expérience-là. Alors, ça se traduit par cette idée de la manifestation, parce que nous sommes des êtres incarnés, donc on se manifeste, on agit. Si je reste, certains agissent en étant moine dans des monastères, c'est pas mon chemin. Moi, je suis toujours compris que mon chemin c'est dans la cité, donc ici, mais à ma façon. Et donc, je dois manifester ma lumière à ma façon. Et donc, ça doit se traduire par une activité. Moi, j'accompagne, ce que je fais depuis des années. Et ça doit se traduire pour chacun par une activité. Alors, dans le livre, Paul, il n'a pas les mêmes dominantes que moi, il n'a pas les mêmes talents que moi. Et donc, j'ai imaginé le chemin de Paul qui est différent. Et vous direz, Paul, il est beaucoup plus collectif que moi. Je ne suis pas très doué dans le collectif. C'est une équipe et tout ça, je ne sais pas très bien comment ça marche. C'est une famille, je ne sais pas très bien comment ça marche. Ma fille, il y a des garçons, ce sont les fils de ma fille, mais alors mes petits-fils, ça, c'est à peine de dire. Bon, il m'appelle Daddy, c'est bien, ça c'est sympa. Mais cette histoire-là, ça ne connecte pas très bien chez moi, parce que je ne suis pas. Mon frère, c'est un pater familias, quoi. Il a ses enfants, ses petits-enfants, il emmène sa tribu. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai un bug. Mais donc, on n'est pas tous pareils. Mais donc, moi, j'ai compris que. C'est pour ça que j'ai été intéressé par le personnage de Paul que j'ai inventé, parce que lui, il est beaucoup plus dans le collectif. Et donc, il développe un projet. J'étais très fasciné par le projet de Paul que j'ai inventé, parce qu'au fur et à mesure que je l'inventais, je trouvais que c'était vachement bien. Il faudrait que quelqu'un prenne le bouquin et me dise, mais Thierry, il faut qu'on mette ça en œuvre, parce que franchement, c'est pas mal, quoi. Moi, c'est pas mon travail de le mettre en œuvre, mais ça pourrait intéresser les gens. Et donc, se manifester, parce que si on ne se manifeste pas, ben, tout ça c'est sympa, mais ça tourne un peu vite, quoi. Parce qu'il faut que ça se manifeste et que ça se partage, parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc je partage. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ah ben c'est bien. Est-ce que tout ça, ça dérange, inspire, questionne? Est-ce que les gens, oui? Est-ce que tu as trouvé le joyau? Écoute, j'ai déjeuné avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, oui, puis tu vois, toi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de joie en toi. Et je ressens ça. J'étais content qu'ils le disent et qu'ils le voient. Quand j'étais avec les disciples d'Osho, c'était très curieux parce que c'était dans les années 80. Je n'avais aucune idée, moi, de tout ça à ce moment-là. Et il me disait, mais t'as vu Thierry, t'as vraiment une belle lumière, mais alors on a l'impression que t'as mis une carapace autour. Puis j'avais fait énormément d'arts martiaux, et donc alors, il y en a une qui faisait des massages extraordinaires, alors elle voulait, et elle me disait, mais chaque fois qu'on touche, ben oui, le corps, il a créé pas. Donc, je ne savais pas. Mais j'ai compris dans certains moments avec eux qu'effectivement, il y avait quelque chose à l'intérieur, parce que j'ai vécu un certain nombre d'expériences. À un moment donné, on était dans un truc de méditation, et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais les bras levés, j'avais l'impression que j'étais un flux de lumière bleue, les yeux fermés. Je vivais ça, et à un moment donné, je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Je sens des trucs, et il y avait des gens qui étaient collés à moi. C'est curieux. Donc l'être que je suis, il a une certaine lumière, il a une certaine joie. Et encore fallait-il le désencombrer de tous les trucs. Parce que alors mon père, mon frère aîné, ouais, mais alors, on fait sérieux, quoi, et tout.
pas rigoler. Hein. Donc Thierry, une histoire. Bon. Donc il a fallu se décrasser pour sortir de ça. Mais moi, je me connecte assez facilement à cette dimension intérieure. Ça, et ce qui est intéressant quand on avance là-dedans, c'est que on constate que l'être que je suis, il se manifeste. J'ai revu l'autre jour un DRH de très très bon calibre, avec qui j'ai un très bel échange. Et je l'avais vu en novembre, ici dans la pièce qui est là, et je lui avais dit quelque chose. À la fin de l'entretien, il dit, écoutez, moi, il me semble que. Il me dit, ah, écoutez, alors là, vraiment, là, c'est bluffant, parce qu'en quelques phrases, vous venez de résumer, je suis incapable de dire ce que j'ai dit à ce moment-là. Incapable. Mais lui, il s'en souvient. Alors, je lui ai rappelé ça. Donc, il y a des moments quand on est simplement là, l'être parle. Alors, moi, je dis des choses, puis je vous dis, parce que c'est ce qui devait être dit, qui ne m'appartient pas. Donc, ça parle. Donc, c'est intéressant. C'est un peu comme un artiste qui peint une toile et puis qui la regarde après et qui est étonné. C'est que quand je lis certains textes, ah ouais, c'est moi qui l'ai écrit, mais bon, j'ai été la plume de ça. Donc, oui, on peut se connecter et ça apporte une certaine sérénité. Puis comme ça, on a une certaine liberté. On sort des jeux. On peut sortir des attentes aussi. C'est un truc très important. J'ai découvert que, ah ben oui, j'avais des attentes avec les enfants. Fils, j'avais des attentes. Ben oui, parce que quand même, ben j'ai plus d'attente. Ben, ça va beaucoup mieux. Ça l'aide beaucoup, lui, que je n'ai pas d'attente et que je l'aide à être qui il a à être. Donc c'est possible. C'est très important d'incarner ce qu'on dit. Donc, je m'autorise à dire ce que je vous dis parce que c'est ce que je vis. Sinon c'est un peu agaçant. J'ai une discussion l'autre jour avec un ami philosophe, c'est en doctorat. Enfin, vrai cerveau, ça. Il faut que tu parles un peu plus fort. C'était l'autre jour avec une amie philosophe. Elle est docteur en philosophie, enfin, il a sa thèse, donc c'est un vrai cerveau. Il y a des références, il y a des écrivains, il y a des philosophes. Et j'essayais d'expliquer au monde ce que c'était l'intuition et comment on faisait pour la laisser parler. Et comment il fallait se laisser tomber pour que l'intuition sorte. Et là, il ne comprenait pas du tout. Ah ben non. Hors du champ total. Non, parce qu'elle est dans le mental. C'est une chose que j'ai beaucoup travaillé avec les arts martiaux, d'ailleurs, au départ. Je n'imaginais pas à quel point. Et puis après, avec Osho. Alors, je vous recommande de regarder une vidéo de Mooji. Mooji, c'est M-O-O-J-I. Vous faites Mooji, leçon de conduite. C'est une vidéo extraordinaire sur le mental. Et c'est vrai que notre civilisation a cérébralisé d'une manière excessive. Et donc les émotions qui ne sont pas dans le mental, c'est pas bien. Elle est bien. En plus, elle est drôle, donc je ne dis rien. Les émotions, c'est essentiel parce que ça nous connecte au vivant et au corps. Mais effectivement, c'est très récent. C'est en 1995 que Daniel Goleman a parlé de l'intelligence émotionnelle et qu'on a commencé à pouvoir nommer les émotions. J'ai découvert ça avec un médecin il y a 25 ans. Il m'a dit, mais vous connaissez les émotions? La peur, la joie, la colère, la tristesse. Ah bon? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on ne me l'avait pas dit. Ce n'était pas connu avant. Et quand on n'a pas nommé les choses, on ne peut pas en parler. On est maladroit. Et donc, c'était réservé aux artistes et aux femmes, les émotions. Les mecs, non, on maîtrise, on contrôle. Et donc, c'est très récent qu'on commence à se connecter à soi et aux émotions. Toi, tu évoquais juste. Alors, la philosophe, elle est dans le mental, donc elle n'est pas dans les émotions. Ou alors, elle l'est de temps en temps, mais dans ce cas-là, elle n'est plus philosophe du tout. Parce que c'est ça qui est curieux avec les êtres humains, c'est qu'il y en a plusieurs là-dedans, quoi.
Et ça fait partie du problème. Mais c'est vrai qu'on voit des hommes qui pètent les plombs complètement à certains moments, qui ne comprennent pas. Donc, le mental a été grâce à Descartes. Damasio, qui est l'autre grand héros des émotions, a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Ouais. Et montre puissant, très important. Et effectivement, on ne se rend pas compte. Alors moi, dans les arts martiaux, j'avais travaillé avec un maître japonais, et quand on est dans l'attention, on n'est plus dans le mental. Et donc, j'avais appris à me déconnecter du mental. On faisait des exercices la nuit sur une plage. Il y avait 2 autres karatékas. On ne voyait rien. Il fallait juste être là et glisser sur l'attaque de l'autre et partir avant qu'il ait démarré. Parce qu'il fallait sentir dans son mental le trou au moment où il décide d'attaquer. Donc, on a fait des exercices un peu insensés. Et je ne me rendais pas compte que j'avais appris quelque chose qui ne se pratique pas ici. Et donc, sortir du mental, mettre le mental à côté de soi. De la même manière, il y a un scientifique américain qui a, au nom imprononçable d'Europe de l'Est, qui a étudié le flow. Le flow, c'est quand ça coule. Alors, on ne peut pas dire en France cool parce que ça ne colle pas. Donc, on dit le flow. Et cet homme a dit, quand on est dans le flow, d'abord, on est très focalisé sur l'activité dans laquelle on est. Ensuite, le temps change et l'ego se dilue. Vous avez tous vécu des moments comme ça, que ce soit en pêchant à la ligne, en cherchant à attraper les papillons, en faisant de la peinture, de la musique, de la danse, du vélo, marchant dans la forêt. Il y a des moments où on est présent, on est là. Alors, ça rejoint un sujet très important qui est celui de la méditation. Je vais dire un mot parce que quand même là, on parle beaucoup de méditation de pleine conscience et il y a beaucoup de gens qui prennent des cours et qui essayent de décrocher du mental, de faire taire le mental. Le mental, il ne se tait jamais. La nuit, vous faites des rêves. C'est fascinant. Production extraordinaire. Parce que le mental, il est là et il est nécessaire et il est très précieux. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il se prenne pour nous. C'est quelque chose qui est à notre service, ce n'est pas nous. Et c'est en Orient que j'ai appris cette distinction entre moi qui suis là, qui observe, qui regarde, là. Oui, là vous n'avez rien pensé parce que vous étiez suspendu à mes paroles. Donc j'ai arrêté votre mental. Bon. Mais il va reprendre. Et tous les maîtres disent qu'il reprend. Mais qu'est-ce que je fais de ce que produit mon mental? Ben, c'est là qu'il faut comprendre que je suis celui qui observe, celui qui regarde. Dans les arts martiaux, j'ai appris ça parce que là dans les arts martiaux, on apprend à être juste là. Et mon maître disait un truc qui était rigolo. Il disait, mais vous devez faire comme chien. Il parlait un français particulier, comme c'était le maître, on n'osait pas le corriger, donc il avait le français. Et il disait, quand maître dit chien assis, attends, chien assis, attends. Vous devez faire comme chien, mais vous, au lieu d'attendre, vous pensez où il est parti le maître, quand il revient, il est allé loin, et quand le maître revient, vous n'êtes pas prêt. Chien, quand maître revient, sentir debout, prêt. Mais c'est profondément vrai, c'est-à-dire que notre mental, nos questions, nos interrogations, nos spéculations sont tellement puissantes que ça nous embarque. Et donc effectivement, apprendre
à être simplement là. Alors, méditation de pleine conscience, ça m'agace parce que à quel moment je suis en pleine conscience? Est-ce que le curseur, il est à 99 ou à 100? Et donc, cette idée que pleine, ça me dérange beaucoup. Et puis, avec Osho, j'avais appris que la méditation, c'est simplement être présent à ce qui est. Là, vous voyez, vous êtes présent à ce qui est parce que vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Parce que c'est ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas en train de penser à autre chose parce que je suis en train d'écouter ce que je dis. Alors, et j'attends de voir ce qui vient parce que c'est pas écrit d'avance. Et avec les disciples d'Osho, j'étais dans un stade de développement personnel, comme on dit aujourd'hui. Et l'animateur me dit, ben, vous voyez, la méditation, c'est être présent à ce qui est. Alors, ce que je vous propose, c'est vous allez aller nettoyer les couloirs et puis vous allez observer. Je me retrouve avec une lingette en train de nettoyer les plaintes. Et là, j'ai vu le mental qui, évidemment, alors t'as payé, t'es bien on va faire le ménage. Et il nous disait, ben, vous allez observer et puis vous allez revenir à ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire nettoyer. Ah ouais. Et moi, j'avais appris ça avec les arts martiaux, j'avais appris ça avec eux. Et c'est quelque chose que je vais appliquer, par exemple, en montant des escaliers. Ceux qui sont venus il y a longtemps, rue d'Aguesso, où j'avais les bureaux autrefois, il y avait 6 étages, puis un jour, l'ascenseur était en panne, en réparation, ça durait des mois. Et donc, j'ai commencé à monter à pied. Et bien, je vous livre le truc, hein. C'est un exercice de présence, de méditation magnifique, parce que est-ce que je suis conscient de ce que je fais? Je monte. Est-ce que je sens comment je monte? Est-ce que, ou est-ce que, ah maintenant j'ai raté le 3e étage, parce que là je suis parti, j'ai pensé à autre chose. Et donc j'ai monté mécaniquement, je suis arrivé au 4e, et est-ce que je suis présent à ce qui est? Et donc, l'exercice de monter un escalier, c'est magnifique, parce que chaque marche est une marche. Et le pied, et la jambe, et le corps, et le dos, et la respiration. Donc moi, maintenant, je monte les escaliers comme ça, en étant simplement en train de sentir ce que je fais, quoi. Et je ne pense pas. Je pense de moins en moins. Je pense que j'ai besoin de penser, quoi. Alors pour préparer ça, ben, j'ai pensé à des choses. J'ai pensé plein de choses. On a acheté des trucs, bon, vous voyez, quoi. Mais il y a des tas de moments, je n'ai pas besoin de penser à tout ça. Et donc, comprendre que vous n'êtes pas votre mental, que votre mental, il est là. C'est un petit exercice de rien, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis là maintenant? Non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Non. Donc, je suis pas là. Oui. Donc, au croisement, je suis par là. Mais là, je suis plutôt un peu en arrière. Alors que si je commence à calculer, je vais être plus sur l'avant. Quelque chose que j'ai observé, moi, dans ces années où je faisais des exercices bizarres, dans mon laboratoire personnel. Et donc, j'ai compris que notre point de conscience, il va changer. Mais que quand on est dans l'attention, dans la présence, on est plutôt un peu en arrière. Sinon, est-ce qu'on peut dire, on peut vous interrompre? oui, oui. On peut dire aussi qu'on est largement dans son propre ventre, parce que avant d'être dans le mental, on loupe souvent une étape qui est l'étape de l'émotion, du ressenti, et qui ne se situe pas dans le cerveau, à ce que je comprends, mais plutôt ce que les Anglais appellent le gut feeling. C'est pas pour rien. Alors, redites, je n'ai pas bien compris ce que les Anglais appellent gut feeling, de la sensation des intestins, des viscères. Et que souvent, l'occidental que nous sommes a souvent tendance à louper cette marche sensorielle ou sensitive et fait monter directement dans les étages du cerveau et donc mentalise. Et c'est un peu une maladie occidentale. Oui, alors on peut. J'exagère, hein, je ne vais pas dans la nuance pour aller vite. Non, mais vous avez raison. L'émotion, elle est d'abord ressentie. Elle est ressentie. J'éprouve de la tristesse. Ça m'arrive dans des entretiens, il m'est arrivé de dire à la personne, dites donc là, ce que vous vivez, ce que vous racontez, ça doit être triste parce que moi j'ai une boule, là j'ai envie de pleurer.
Donc, j'ai une espèce d'éponge émotionnelle. Donc, je ressens ce que ressent l'autre. Alors, j'ai appris à faire le tri parce que sinon, c'est gênant. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre? Enfin, bon. Puis, il ne faut pas interpréter parce que si elle ressent ça. Enfin, donc, j'ai appris à ressentir ce que j'éprouve. Et ça, c'est dans le corps et vous avez raison. Cela dit, c'est très bref. Et l'être humain, il va mentaliser, il va cérébraliser l'expérience très, très vite. Et donc, à partir d'un ressenti, il va faire un sentiment. Il va cérébraliser, pour moi, ça fait un sentiment, et puis il va le raccorder à tous les sentiments antérieurs, et donc ça va faire une espèce de chewing-gum compliqué, parce qu'il ça n'est pas ce que j'éprouve là maintenant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai appris à séparer, parce que je me suis retrouvé en face d'un président qui me parle d'un DG, en me disant, en parlant du DG, puis à un moment donné, je dis, mais moi, là, je suis très en colère, là. Je ressens beaucoup de colère et j'ai aucune raison. Donc, je pense que ce qui se passe avec votre DG, ça vous met en colère, mais vous ne le dites pas. Ah ben là, on a ouvert la boîte. Puis il a commencé à vraiment parler du DG. Parce qu'effectivement, le DG, mais comme il était bien cérébralisé, civilisé, il ne le connectait pas. Et donc, c'est intéressant de faire attention à ce que l'on ressent. Et ça demande de ne pas être dans la tête, mais d'être à l'écoute de soi. Et donc, passer par le corps, la respiration, c'est très, très précieux, bien sûr. Et tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, vous, votre façon du massage égyptien, presque. Massage. Bon, c'est une vie en Égypte. Oui. C'est une façon de se connecter au corps et au vivant et à ce que l'on ressent. Et c'est très juste, Bertrand. Maintenant, on ne peut pas non plus s'abstraire du mental. Parce que là, je suis en train de vous parler. Le mental humain a permis d'élaborer des cultures et des langages très, très, très sophistiqués. Et nous ne serions pas ce que nous sommes sans le mental. Le problème, c'est qu'on a voulu rationaliser. On a voulu se couper de. Vous voyez, les encyclopédistes ont fait un travail qui était très impressionnant parce qu'ils ont commencé à définir toutes les acceptions d'un mot. Donc, aigle, c'est un oiseau avec une taille comme ça et tout. Et puis, c'est aussi symboliquement le pouvoir et plein d'autres choses dans plein de cultures. Donc, les encyclopédistes, ils ont décrit tout ça. Mais ils ont commencé à trier. Et toute la symbolique, ils l'ont un peu mise à côté. Et nos langages ne sont plus aussi symboliques que le français en particulier, alors que l'anglais est resté plus symbolique. Mais nous, on est dans un langage qui est beaucoup moins symbolique. Et donc, on a perdu cette richesse, cette connexion au vivant, au réel que nous avions mis dans la symbolique. Et donc, on est devenu carré, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que nous ressentons, que nous sommes des animaux, et puis que nous sommes des êtres humains avec un cerveau. Alors, j'ai beaucoup étudié le cerveau, parce que c'est quand même là que ça se passe, il faut bien comprendre. Les lobes frontaux, le cerveau animal, le cerveau reptilien, et comment tout ça, ça fonctionne. Et il faut comprendre que je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas mon doigt de pied, on peut me le couper, mon doigt de pied, je suis toujours là. Je ne suis pas mon cerveau, on peut en enlever des bouts, je serai toujours là. Donc, d'accord. Donc, moi, qui je suis, au fond, finalement, je suis celui qui est en arrière-plan et qui observe, qui regarde, qui constate, qui ne juge pas, qui ne commente pas, mais qui regarde. Et vous voyez, ça j'en parle énormément dans le livre et je le propose. Le livre est rempli de fragments, parce que Marie, elle donne à Paul des textes. Le premier, c'est le joyau, mais qui sont des textes que moi j'ai écrits parce que c'est des éléments de connaissance, ou d'éclairage, ou d'inspiration. Et j'ai écrit des tas de fragments sur, justement, la présence, le mental, la méditation et l'attention. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'attention. Il y a des hommes à qui j'ai dit, vous écrivez dans votre main gauche l'attention, et dans votre main droite, l'attention avec une apostrophe. Puis vous regardez. Puis vous choisissez. Mais si vous faites ça, vous allez toujours aller du côté de l'attention, parce que vous allez vous détendre.
Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Faites-le, vous verrez, c'est très puissant. Parce que l'attention, c'est la clé. Est-ce que je fais attention à ce à quoi je fais attention? Si je suis présent, je suis dans l'attention. Parce que j'observe, je suis là, je regarde. Moi, pendant des années, je n'avais pas regardé le ciel. Un jour, sur une route de Bretagne, j'ai vu le ciel. Ça veut dire que je l'ai regardé. J'ai été fasciné. Et depuis, le ciel, c'est incroyable. C'est mieux que tous les tableaux de maître que vous voulez. C'est ahurissant. Puis alors, comme on ne peut pas penser, Osho a écrit un livre, Mon chemin, le chemin des nuages blancs. Et il a dit, mais essayez de penser sur un nuage blanc. Vous allez voir. Ça ne dure pas longtemps, parce que c'est difficile de mentaliser sur un nuage. Et donc le nuage, c'est très zen, ça vous fait tomber le mental au bout d'un certain temps. Et regardez le ciel, et bien vous êtes là, et quand vous regardez le ciel ou les arbres qui bougent là derrière vous, les feuilles qui bougent, ben vous êtes en train de regarder. Et vous n'êtes plus en train de penser, vous êtes sorti du mental. Donc l'attention, c'est très simple, ça permet de sortir du mental. Et ce que je voulais dire, c'est que vous vivez tous, à votre manière, chacun, des moments de présence, des moments de flow, des moments d'attention. Ça peut être, quand Paolo, qui est là, fait ses conférences à Nîmes, il est dans un moment de présence. Il est au-delà de lui, au-delà de son ego. Mais toi, tu vis ça aussi de diverses manières. Mais chacun, on a tous des moments comme ça de présence. Mais comme on ne sait pas que c'est ça d'être dans la méditation, parce que c'est simplement être présent à ce qui est, on va chercher à l'extérieur des techniques, des démarches pour forcer. Et alors, on fait des efforts de méditation avant des foutus. Parce que ça, on ne peut surtout pas faire un effort. Hein? Je dis plutôt qui apprend. Moi, je ne fais pas d'effort, je suis pas le Mais donc, c'est très important de comprendre que la présence, l'attention ne demande pas d'effort, mais seulement de l'attention. Et que si vous faites un effort d'attention, vous n'êtes plus dans l'attention. C'est très curieux. Alors, on parle de lâcher prise, mais c'est ça dont il s'agit. Mais ce n'est pas spectaculaire. Vous avez tous des moments de lâcher prise parce que vous êtes simplement là. Ça peut être en buvant un vin, en dégustant. Vous dégustez un vin ou un mets, ou vous partagez quelque chose, un bon moment avec quelqu'un, un tableau. Vous n'êtes pas en train de calculer, de juger, d'évaluer. Alors, si vous commencez à évaluer le tableau et imaginer que là, vous n'êtes plus en train de le regarder. Mais c'est une forme de méditation, ce que vous décrivez, est une méditation d'être dans le temps présent. La méditation, c'est d'être dans le temps présent. En faisant des choses très simples, on peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant pipi. Absolument. Je cite Thich Nhat Hanh, que vous connaissez forcément, oui. qui est mort il n'y a pas longtemps, et que j'ai beaucoup lu depuis de nombreuses années, et il le décrit très bien. Un petit ouvrage, Soyez libre là où vous êtes. C'est un de ses best-sellers, je trouve. Voilà. C'est remarquable, mais dans lequel il dit justement il n'y a pas de mentalisation. Le lâcher-prise, je trouve, ne requiert pas d'effort, c'est exactement ce que vous dites. Mais ça suppose un degré d'acceptation, ça suppose une dimension d'acceptation qui elle se travaille, parce que c'est pas inné. Je préfère dire soif, parce qu'il faut avoir un peu soif pour aller au-delà du mental. Il faut qu'il y ait un peu quelque chose qui nous donne envie. Parce que le mental, il est costaud quand même. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans l'ashram d'Osho en 85. J'ai eu un grand moment de dégoût. Parce que j'ai constaté que mon mental, plutôt que de lâcher, il préférait jouer les parfaits disciples. C'est malin, hein? C'est très facile de jouer les parfaits disciples. Comme ça, il garde le pouvoir. Il garde le pouvoir. Alors là, j'ai eu un grand moment de dégoût. Là, j'ai commencé à lâcher. Parce que j'ai observé ça, oui, simplement. Mais oui, c'était un scandale. Salaud. Daniel. Moi, j'ai un problème avec le concept de l'attention. L'attention, c'est une tension. On décide de faire attention. Moi, j'aime beaucoup mieux, c'est ce que je perçois moi, c'est plutôt l'écoute.
Oui, L'ouverture de tous les cadeaux et ça veut dire toute l'attention. Il vise quelque chose. c'est un mot paradoxal, parce qu'on dit attention quand il y a un danger, évidemment. Mais être présent, c'est être dans l'attention et dans l'écoute. Alors, je suis d'accord que l'écoute, mais bon, moi, j'aime bien être dans l'attention, parce que je suis simplement dans la présence et dans l'écoute. Beaucoup de personnes utilisent l'écoute. Je connais plein de personnes qui me parlent de l'écoute dans ce sens-là. C'est attention dans le sens d'être attentif. Quand on dit être attentif, on est plus près du sens. Être attentif, c'est accepter d'être vers l'autre, d'être entièrement dans le présent. Et c'est moins, ça ne crée pas le sens de tension quand on dit qu'on est attentif. Et notre compréhension des mots, elle est particulière. Et en fonction de notre expérience, etc., on va mettre dans les mots des choses plus ou moins identiques. Et donc, moi, si toi, tu as attends, non, je préfère écoute, il n'y a pas de souci. J'aime bien ce que dit Bertrand, c'est-à-dire d'être attentif. Parce qu'effectivement, être attentif, ça signifie que ça. Et il n'y a pas d'idée de crainte dans être attentif. Donc, mais chacun... c'est pas écrit, ça, oui. Mais moi, ce qui me frappe là, dans ce que j'entends, dans les différentes remarques, c'est que on dirait que on se méfie du mot tension. Et ça me rappelle deux choses. La première, la deuxième année, la première ou deuxième année. Ça y est. Pardon. Non, pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non. Non, il y a quelqu'un il y a quelque chose là-dedans qui a voulu prendre le contrôle. Donc, c'est bon? Oui, oui. Donc, la première ou deuxième année, tout début où j'étais masseuse, une fois, il y avait une personne comme ça, très timide, qui m'a dit, excusez-moi, j'ai beaucoup de tension. Voilà, pas s'excuser d'avoir beaucoup de tension. Donc, je lui ai dit, mais heureusement que vous avez des tensions. La tension, c'est la vie. S'il n'y a pas de tension, c'est-à-dire un mouvement entre des opposés. La vie est faite de tension. C'est-à-dire la tension, c'est la vie. C'est le mouvement. Donc, et là, dans la formation que je suis en train de finir de relation d'aide par le toucher, on définit le mot tension par une tension, c'est tendre vers. Donc, c'est toujours dans la même idée qu'il y a un mouvement. Et ça me rappelle aussi, puisqu'on était en train de parler de méditation, moi, ça m'est arrivé récemment dans une méditation que j'ai pratiquée en groupe, où je me suis sentie dans un premier temps très élevée, dans une vastitude, quelque chose qui se répand, voilà, beaucoup de paix dans mon être. Et tout d'un coup, mon cerveau s'est mis à fonctionner comme une machine, comme ça. Et donc, le guide qui nous accompagnait, cette méditation, je lui ai fait ce retour. Et il m'a dit, c'est normal, c'est pas étonnant, c'est-à-dire que, bon, il y a parce qu'on parle de lâcher prise, et c'est toujours ça, en fait, le danger un peu du mot bien-être. Donc, il y a un certain lâcher prise qui se passe quelque part, un bien-être qui se produit, mais il y a aussi des tensions qui remontent. Et il m'a dit, écoute, si ton cerveau fonctionne comme une machine, laisse.
C'est comme ça. C'est pas, ça ne veut pas dire que ta méditation n'est pas, entre guillemets, réussie. C'est le produit, c'est le fruit, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Alors, la vie est une source de tension naturelle, mais ce dont moi je parle, c'est d'être tendu, qui est un état psychologique, nerveux. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont dans une tension inutile. C'est le problème des mots, hein, c'est qu'ils recouvrent beaucoup de choses. Donc moi, je continue. Je sais que la vie, c'est de la tension. La vie, c'est de la lumière et de l'ombre, etc., etc. Et que ça n'est pas plat. Et ça n'est pas... on n'est pas désincarné. Il y a très peu d'hommes comme Eckhart Tolle, comme Osho, comme quelques autres, qui ont atteint des états d'illumination, comme il dit. C'est un sujet qui est intéressant parce que moi, j'ai fréquenté Osho et ses disciples. Lui, il avait vécu une expérience qu'il a décrite très précisément, qui ressemble beaucoup à celle d'Eckhart Tolle, et beaucoup en partie à toutes ces expériences sorties du corps, et d'ouverture de la conscience. J'ai rencontré des personnes qui ont eu des moments d'ouverture de conscience. Il y en a qui m'a dit, tu comprends, alors là, c'est incroyable parce qu'il y avait la question et il y avait la réponse. Donc, ça a duré quelques semaines. Et après, ça s'est refermé. Parce que lui, il n'était pas allé aussi loin, ce n'était pas un grand satori, c'était un petit satori. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que autour d'Osho, je n'ai pas connu d'illuminé. D'ailleurs, lui, il avait écrit, aux États-Unis, il avait écrit la liste des 21 disciples illuminés. Tous les disciples, est-ce que je suis sur la liste? C'est très rigolo, parce que le mec qui est illuminé, il ne se pose pas la question. C'est l'ego qui parle, là. Et puis après, il a dit que c'était une blague. Parce que Osho, il aimait beaucoup les blagues. Donc, il fait plein de blagues comme ça. Et comme ça, l'ego des disciples, on a pas pris un coup. Et je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui atteignent ces états-là. Eckhart Tolle, c'est magnifique, c'est stupéfiant, mais bon. Donc moi, je ne suis pas allé aussi loin. Par contre, j'ai des moments de plénitude et je les cultive. Et j'ai compris qu'il fallait que je gère mon mental et que je développe mon attention. Ça, donc je fais attention. Ouais. Oui. Vous parlez d'Eckhart Tolle, que j'ai lu plusieurs fois et je l'ai toujours sur mon livre de chevet, son bouquin sur la puissance du moment présent, la puissance du temps présent, son titre exact. Et ce qui est remarquable, le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent, c'est ça. Et ce que je trouve assez remarquable en le lisant, les dialogues, parce que ce sont des dialogues, des questions-réponses en permanence dans ce livre, c'est le travail dingue qu'il fait pour essayer de contenir le mental, comprendre le mental, expliquer le mental et essayer de le réduire à sa plus simple expression, voire le chasser. Et c'est extrêmement pointu, parce que c'est très prégnant ce qu'il raconte. Je ne l'ai pas lu comme ça. C'est un ressenti que j'ai eu plusieurs fois sur en tout cas sa façon d'expliquer le malaise qu'on peut avoir vis-à-vis du mental qui cherche à faire la donne, à jouer la tête de gondole. Et donc, comment faire pour couper les 6 têtes du dragon en permanence? Oui, moi, je ne suis jamais allé dans cette direction-là parce que le mental, il est là. C'est une des particularités de l'être humain. Il est précieux et utile. Et Osho, d'ailleurs, était très... Osho, il avait lu 80 000 livres. Alors forcément, on a un mental un peu développé quand on a lu 80 000. Il ne s'agit pas de chasser le mental. Il s'agit de comprendre
que je ne suis pas mon mental, Oui, c'est ça. pas mon doigt de pied, que je suis celui qui est là, qui observe. Et puis je regarde le mental, parce que mon mental, il n'arrête pas de me proposer des choses. Voilà. Mais c'est normal. Et c'est simplement, qu'est-ce que j'en fais? Il est très rusé. Il a des ruses incessantes pour survivre. Quand j'ai senti qu'il était en train de préférer jouer le parfait disciple plutôt que de lâcher, j'ai été dégoûté. Mais, et bien entendu que c'est pas automatique et que nous sommes dans une culture qui a tellement développé le mental. Il ne faut pas oublier non plus, il ne faut pas oublier Jésus. Il en parle beaucoup. Oui, mais il ne faut pas oublier Jésus qui a créé quelque chose qui n'existe pas ailleurs. À cause de Jésus, nous sommes en Occident des individus qui ont le droit de parler à Dieu directement, parler à Jésus et à Dieu directement. L'Église a un peu récupéré le truc à travers le prêtre, d'accord, mais quand même, nous sommes des êtres humains qui ont une intériorité invraisemblable. C'est à cause de Jésus que nous sommes des personnes, et la personne est irréductible à quoi que ce soit, parce que la personne, elle peut parler directement à Jésus et à Dieu. C'est une dimension verticale. Et donc, à l'intérieur de l'être humain, dans le cylindre à l'intérieur que nous sommes, nous avons le droit de parler à Dieu. Mais si vous regardez ce phénomène-là, au Japon, que je connais un peu, parce que j'ai un frère qui y vit et puis je fais beaucoup d'arts martiaux, ça n'existe pas, ça. Cette intériorité, cette idée de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc, un Japonais ne peut pas se parler à lui-même à travers la parole à Dieu. Ça n'existe pas. Dans l'islam, c'est interdit parce qu'on ne peut pas considérer Allah, il n'y a pas d'image d'Allah, c'est interdit, on ne peut pas lui parler. Et dans l'arabe littéral, on ne peut pas dire « je suis ». Et donc, on ne peut pas se penser comme quelqu'un, comme nous pouvons le faire. Et nous ne prenons pas ça en compte ici, en Occident. On ne comprend pas que nous sommes très bizarres par rapport aux Chinois, aux Japonais, aux Indiens, aux musulmans, qui ne fonctionnent pas comme nous. Et donc, notre intériorité et notre personnalité et notre ego, il est complètement infatué par cette autorisation que nous avons eue de parler à Dieu directement. Nous sommes et puis alors comme en plus on va être jugé au jugement dernier chacun, on est des personnes considérables. Un musulman ne peut pas se penser comme ça. Mais un chrétien, il peut. Et le monde moderne, du fait des protestants plus que des catholiques, est le fruit aussi de ce changement fondamental qui a été apporté par le Christ dans la représentation de nous-mêmes que nous avons. Alors ça, on ne le prend pas en compte. Alors comme ça nous a permis de nous développer d'une manière considérable, et puis d'arriver à éliminer Dieu, puisque finalement, l'apprenti sorcier a considéré qu'il pouvait faire aussi bien que Dieu. Donc, avec 50 ans, 70 ans de marxisme, on a pu éliminer Dieu, et donc on est les maîtres du monde, la technologie, on est tout puissant. Enfin, bon. Et l'Occident est très particulier dans l'histoire humaine. C'est très récent, parce que c'est depuis la Renaissance et la Révolution, les 3 R, la Réforme, la Renaissance et la Révolution. C'est très récent, c'est quelques siècles. Et donc, on oublie ça. Et donc, le mental humain occidental est particulièrement monstrueux. Le mental japonais est beaucoup moins monstrueux, parce qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Parce que moi, mon maître de karaté disait français bizarre. Hein. Moi d'abord. Moi tout le temps. Nous, Japon, jamais. Parents, famille, ancêtres, pays important. Moi, pas important. Et je vous assure que ça change tout. Comme mon frère est marié avec une japonaise, et donc, je sais de quoi il s'agit. Rendez-vous compte que cette femme, pour comprendre son mari, a étudié la psychologie occidentale, ça n'a pas au Japon. Ah ouais? C'est fascinant. Et pour comprendre son mari, elle a utilisé des concepts occidentaux. Bonjour.
Je vous en prie, vous en. Louis Bourgoin. Au revoir. Et donc, c'est très important de comprendre que l'homme occidental est très particulier dans l'histoire humaine, parce que ça n'existait pas avant Jésus. Bon, c'est 2000 ans, c'est pas. Et que le mental occidental est très, 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 très puissant. On l'a vu au XXe siècle. Le mental de Staline et d'Hitler, maître du monde absolu. Et ça c'est quand même le fruit d'une culture particulière. Donc, le mental est un outil précieux, mais quand il prend le dessus, ça peut être emmerdant, on l'a vu au XXe siècle. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que vous avez tous des moments de présence, d'attention, d'écoute à ce qui est. Et moi, je vous engage à regarder ça, à cultiver, à faire attention à ces moments de présence et d'attention. Et progressivement, vous décaler du mental et à regarder le mental. Ah ouais, tiens, il est encore en train de m'embarquer là. Alors c'est vrai que quand on voit des gens, les parents, les fêtes de Noël, on se retrouve embarqué dans des schémas, des circuits neuronaux assez impressionnants. Parce que les familles, c'est quand même des systèmes. Mais il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut regarder avec affection, parce qu'après tout, on a choisi de s'incarner là. Ils sont là pour nous aider à être qui nous allons être. C'est la fameuse maxime bouddhiste qui est là-dedans. Remercie celui qui te met en colère de t'aider à voir ce qui se met en colère en toi. Bon. Après ça, vous pouvez l'afficher partout. Parce que l'autre, finalement, il est là pour nous aider à... D'accord. Il y a quelques malfaisants. Enfin, on n'en rencontre pas tous les jours. Des gens qui ont de très mauvaises intentions, c'est pas tout le temps. Des petites mauvaises intentions, d'accord, enfin, c'est un peu enfantin. Donc, on peut prendre du recul par rapport à tout ça dans nos relations avec les autres et trouver plus de... Évidemment, si on veut avoir raison, là, on est mal barré. Mon fils était avec sa copine et il était en train de commencer à discuter. Et je lui ai dit, vous savez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'avoir raison et vous pourrir la vie pendant tout le week-end, là. Ou bien considérer que ce qui est important, c'est la relation et que d'avoir raison, ce n'est pas très grave. Et ma femme a dit, oui, mais si c'est vrai, il n'y a pas la vie pour le week-end. Et voilà, quoi. Donc, regardez. Ça va être bizarre d'arriver là maintenant. Avec ma vieille mère de 98 ans. Ah, je ne voulais pas me lâcher. Respect. Une excuse facile, mais oui. Exact. Il y a un mot qui est très joli, qui n'est pas attention, qui n'est pas écoute, qui est le mot lucidité aussi. Il y a des moments où on est en pleine lucidité, c'est-à-dire qu'on ouvre tous les capteurs et on absorbe tout. Et dans la lucidité, il y a la lumière. On est dans l'écoute et dans l'attention. Ça fait penser à l'éveil, en fait. La lucidité, c'est l'éveil de Gautama. Oui, alors, bon, l'éveil du Gautama, je suis très modeste, très prudent, parce que... Ah, moi aussi. Et alors, vous savez que quelqu'un l'a interrogé par rapport à l'éveil, un disciple lui-même. Que vous a apporté l'illumination, l'éveil? Il a dit, mais rien, mais strictement rien. Tout est déjà là. La seule différence entre vous et moi, c'est que nous regardons le même soleil, vous avez les yeux fermés, j'ai les yeux ouverts. C'est très important. Il n'y a rien à ajouter. Tout est déjà là. C'est simplement une question d'attention et d'ouvrir les yeux. C'est ce qu'on semble retrouver dans la lucidité de notre collègue. Oui. C'est bien là. Alors, il y a une autre chose, si on a encore oui. Il y a une autre chose qui est très importante, qui est l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne serions pas là. L'humain, c'est une affaire d'amour. Sinon, c'est bestial. Et à mon avis, on massacre les enfants, on se massacre comme les êtres humains savent très bien le faire. Ce qui fait la qualité de l'être humain,
c'est l'amour. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'amour. Moi, j'ai cherché parce que ce n'était pas clair. C'est quoi l'amour? Et quand on interroge, ben oui, finalement, ce n'est pas très clair. Et comme je n'avais pas trouvé quelque chose qui me satisfaisait, j'ai regardé. Et en fait, parce que ça commence quand l'amour? C'est ça la question. Dans la nature, il y a de l'attachement. Oui, les éléphants, les petits, les bonobos, les dauphins, il y a de l'attachement. Mais c'est pas de l'amour. C'est encore de l'amour quand même. Et donc, à quel moment ça apparaît l'amour? Alors, ce que j'ai découvert, c'est que l'amour apparaît avec la femme et son émerveillement devant l'enfant. Parce que l'être humain, le petit humain, il est ahurissant comme tous les petits, mais un être humain, un bébé humain, c'est quelque chose de complètement dingue. Et la femme s'émerveille devant son petit et lui donne qu'il est merveilleux, et l'enfant reçoit qu'il est merveilleux, et c'est ça aussi qui le transcende, qui le transforme, qui fait qu'il ne devient plus un animal, mais un être merveilleux. Et donc, pour moi, l'amour naît dans l'émerveillement de la mère et de l'enfant. Ce n'est pas une invention de mec. Parce que, non, je cherchais, moi, ça commence quand l'amour? Il y a 30 000 ans, dans les grottes, l'amour, ça commence quand? Alors, quand cette tribu à peau claire était avec les hommes qui étaient des grands garçons, après cet expert de la préhistoire, ce n'est pas les mecs qui inventaient l'amour. Eux, ils jouaient comme les chimpanzés, entre grands garçons, des jeux. Mais ce n'est pas de l'amour. Oui, au revoir. Au revoir, Sandrine. Ouais. Et dans cette tribu, les femmes qui faisaient les enfants et qui les élevaient, elles avaient inventé l'amour, elles. Et donc, ce qui caractérise l'être humain, c'est ce qui lui donne cette humanité, c'est l'amour. Donc, je vous livre ça, parce que c'est une des grandes clés. Et nous avons tout le temps le choix entre l'amour ou la loi du plus fort. C'est simple. Dans la nature, c'est comme ça. La loi du plus fort règne quand même beaucoup, beaucoup. Et chez les êtres humains, aussi l'animal humain, c'est la loi du plus fort. Les petits mecs et tout. Bon. J'ai eu un fils, et en sortant de la clinique à 2 heures du matin, j'ai vécu un truc bizarre. Il est monté des profondeurs, un truc. Ah ouais, maintenant je suis un mec, j'ai un fils. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi, je ne pense pas ça. Ça ne m'appartient pas, ça. Mais ça, c'était ancestral, ça montait des profondeurs. Maintenant, je suis un mec parce que j'ai un fils. J'étais complètement surpris par ce truc. Mais attends, pourquoi tu déconnes là? Ben non, ça venait des profondeurs. Donc, il y a du câblage ancien, quoi, hein, ancestral. Donc, l'amour inventé par les femmes, c'est très important. Et nous avons le choix d'aller dans la lumière, dans l'écoute et dans l'amour. Et pour moi, ça veut dire regarder le merveilleux de l'autre, regarder le joyau de vie qu'il est. Et donc, vous êtes là-dedans. Je vous connais, vous êtes là-dedans. Mais c'est naturel. Mais ce n'est pas naturel pour tout le monde parce que oser voir le merveilleux de l'autre et pas calculer, pas juger, pas avoir peur, pas se planter. Non. Dans mon métier, j'accueille des gens tout le temps et c'est devenu mon métier d'accueillir l'autre et de l'aider à être l'être merveilleux qu'il est, quoi. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, ce métier, que faire d'autre? Et donc, c'est un choix. À un moment donné, oui, non, moi, un consultant me dit, je t'envoie machin, alors tu verras, il a un poil dans la main, il ne me dit pas une saloperie pareille. Comment est-ce que je vais le recevoir maintenant? Mais lui, cet homme-là, il était dans le calcul. Alors il va, ouais, tu comprends, il ne va jamais retrouver un job, je vais l'avoir sur les bras pendant des années, parce que comment peut-on l'accompagner à partir de là? C'était 100% mental. Ah oui, mais cet homme-là, il était dedans, il était intelligent, puissant. Donc voilà. Donc l'amour, c'est quand même
une des grandes clés. Oui, J'ai une mauvaise blague. oui. Moi, mais ça me vient comme ça. Ça, c'est que l'amour ne commence pas avec l'attention. C'est vraiment une très mauvaise blague. Pas entendu. L'amour commence avec l'émerveillement, ce qui est différent. Mais, ah ben oui, mais bien sûr. Mais le Christ, l'expérience du Christ est une expérience d'amour. Bon, ça, on peut en parler pendant. Mais le cœur de l'expérience du Christ, c'est l'expérience de l'amour. Alors ça, on pourra faire une conférence là-dessus. Bon, mais enfin, grand chapitre. Parce que l'histoire du Christ est tellement ahurissante que ça, on peut en parler. Moi, je très fascinant. Il y a quelques trucs sur Jésus dans le livre qui décoiffent un peu, mais parce que enfin, vous ne pouvez pas me citer un événement dans l'histoire humaine plus ahurissant que celui-là, plus invraisemblable. Et ce que vous ne savez pas, probablement, c'est que dans le Coran, il y a plus de sourates qui parlent de Jésus que du prophète. Si, ouais. Et il y a 2 sourates qui disent des choses qui ne sont pas dans la Bible. La première dit qu'il parlait plusieurs langues dans le berceau, et la deuxième dit qu'il avait le pouvoir de créer la vie. Il a pris du sable, il a formé un oiseau, il a soufflé, l'oiseau s'est envolé. C'est dans le Coran, ce n'est pas dans la Bible. Donc c'est assez curieux, c'est surprenant. Dans les évangiles, je veux dire. Il y avait un grand respect. Pas dans les évangiles. Oui, parce que la Bible, c'est encore. Non, mais les évangiles sont dans la Bible. Non. Si. Pour moi, il y a la Bible et les évangiles. Non, la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, pardon, mais on ne va pas gloser là-dessus. Ah oui, c'est pas vrai. Oui, Mais il y avait un grand respect, en tout cas. Mais l'islam. ce qui est important, c'est ce phénomène. Vous ne pouvez pas me citer un événement sur cette planète. Ah, si, la météore qui a détruit, enfin bon, d'accord. Mais Jésus, c'est un événement invraisemblable. Parce qu'il en a été fait. Parce que même son existence n'est pas certaine. C'est le processus intellectuel qui a amené à mettre dans la touche de Jésus des choses, etc. Oui, alors moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est invraisemblable. Alors après, comment les hommes et tout, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, j'ai lu énormément de choses sur Jésus, et il y a quand même quelque chose d'étrange, de surprenant, qui dépasse l'entendement. Bon. Et donc c'est un événement qui est... Parce que la résurrection, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Enfin, donc Jésus, c'est un ensemble de trucs dingues. De trucs dingues. Pour les musulmans, Jésus ne meurt pas sur la croix. Mais non, mais pour les juifs du champ, en fait, pour eux, mais des gens qui meurent à cause de Jésus. Mais moi, c'est là qu'il faut lâcher prise. L'événement Jésus est pour moi l'événement le plus ahurissant de l'histoire de cette planète. C'est ce que dit René Girard. Là, c'est très intéressant de lire René Girard à ce propos. Déjà, tu connais la thèse de René Girard? Non. Je ne connais pas. Bon, très facile, très rapidement. René Girard dit en fait la loi essentielle de l'humanité, c'est la loi de la réalité. Et Jésus, en fait, vient casser cette loi, en fait, il la transcender et rompre complètement, puisque la victime est innocente. Donc le bouc émissaire, à l'arrivée du bouc émissaire, ça amène le bouc émissaire à la violence symbolique qui le fait que, en fait, relance le processus. Donc pour sortir de ça, le seul qui permet à l'humanité de sortir enfin de ce sacrifice, c'est Jésus, puisque la victime est innocente. Voilà. Et il développe ça notamment dans son livre Jésus, Satan, tombé comme Christ. C'est le livre de René Girard. Alors ça, on pourra faire une conférence sur Jésus, mais ça n'intéressera pas tout le monde forcément. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la culture dans laquelle nous sommes, et nous-mêmes, nous sommes profondément marqués par cette expérience, par cet événement. Et c'est important de comprendre que les autres civilisations sont différentes et qu'il faut vraiment faire gaffe, il ne faut pas croire qu'ils fonctionnent comme nous, parce que ce n'est pas du tout le cas.
Donc l'amour. L'important, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Marie, donc c'est bien Marie. Donc justement, Oui. l'amour, moi, ça appelle le thème du masculin-féminin et de la réconciliation du masculin-féminin, quelque part dans notre société et en nous. Et je trouve que Marie, dans ta remarque, je sens qu'il y a ça. Il y a une forme de sagesse, tu disais avant qu'elle arrive, que la connaissance est bien les femmes. Et bon, symboliquement, il y a une femme ici, et je sens que dans la remarque de tout à l'heure de Marie, il y avait ce truc de dire et si cet état de paix et tout, ça passait aussi par l'acceptation, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, de cette tension, de cette envie qu'on a tous ici d'avoir le mot juste et de débattre sur quel est le bon mot. Ça, je sens qu'il y a quelque chose de très masculin là-dedans. Ah bah oui. Et je sens que Marie, elle était là en disant, on prend tout est OK. C'est-à-dire, ce que je disais, c'est que dans la tension, il y a un arbitrage à trouver entre des opposés. Quand tu parles de masculin-féminin, c'est un exemple. Alors, le masculin, pour moi, c'est toujours Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac, quand il avait été élu à la mairie de Paris, il a remercié Marie-France Garot de l'aide qu'elle avait apportée. Marie-France Garot a dit « C'est formidable, c'est la première fois que le cheval remercie le jockey ». Et comme j'ai étudié le cerveau humain et que Paul MacLean, qui nous a parlé du cerveau triunique et donc des trois cerveaux avec le cerveau animal, le cerveau humain, le cerveau reptilien, et qui a dit, en fait, quand un homme se couche sur le divan d'un psychanalyste, en réalité, il y a un jockey sur un cheval, sur un crocodile. Ça illustre, et donc Chirac illustre parfaitement cet ensemble, sauf que lui, le cavalier, il n'avait pas les rênes. Et quand, après, par ailleurs, j'ai étudié masculin-féminin, et j'ai découvert que le masculin, en nous, il agit, mais il ne sait pas. Ça, c'est Chirac. Et il faut qu'il aille demander au féminin, parce que le féminin, il sait, mais il n'agit pas. C'est sur des polarités, c'est pas. Mais, parce que le féminin est source, est matrice, alors que le masculin est action. Et nous sommes tous là, et bien entendu que c'est aller chercher le féminin à l'extérieur, c'est un problème, parce qu'en fait, on ne peut pas être en harmonie, et en harmonie avec l'autre si on lui prend son féminin, on lui interdit son masculin, etc. C'est un bordel. Mais ça, on aborde ces choses-là aujourd'hui. Je pense que c'est très récent, et je pense que l'humanité fait quelques progrès en reconnaissant le masculin et le féminin et en parlant. Merci Bertrand. Désolé, je dois y aller. C'était passionnant. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Moi, c'est des sujets, le masculin et le féminin, c'est des sujets que j'ai découverts plus tard. C'était pas clair. Et je pense que ce n'est pas encore très clair. Mais cette unité fondamentale du masculin et du féminin en nous, et donc nous sommes à la fois masculin et féminin, et bon, c'est pas parce que le chromosome Y a fait que j'ai des caractères sexuels masculins que je suis que masculin. Non. Et les femmes, c'est la même chose. Mais là, on commence seulement à regarder ces choses-là avec intelligence. Bon, il est 20 heures. Donc voilà. Donc devient, vous pouvez acheter devient, je peux vous le dédicacer. Ça avec grand plaisir. Et puis alors, parlez-en autour de vous. C'est un livre curieux. Mais moi, je devais l'écrire. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je l'ai écrit. Vous n'aviez pas dit que vous aviez présenté aussi le coaching devient. Ouais. Ah ben on n'a pas parlé. Ben, non, mais le coaching devient, c'est l'accompagnement. J'ai commencé, le livre est sorti en janvier, et j'ai commencé quelques accompagnements. La personne
travaille avec le livre, utilise les questions et donc le coaching devient, c'est ce que je fais depuis des années, mais il n'y avait pas de livre. Et il n'y avait pas le mot devient. Donc le coaching devient, c'est la mise en forme, la formalisation de ce que je fais depuis des années et l'utilisation en plus du livre comme guide. Et ça permet un travail plus approfondi. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que chacun l'utilise à sa façon. Il y a des personnes qui m'ont beaucoup parlé du chapitre 4 sur la conscience, d'autres pas du tout. Donc, OK, pas de souci. Mais chacun va prendre là-dedans, à ce moment-là. Puis peut-être que plus tard reviendra. Mais donc le coaching devient, c'est un